Paris, 4 décembre 1912. Chère cousine, qu'est-ce que tu dois penser de nous qu'on ne pense pas te faire par réponse, mais aujourd'hui? Je me suis laissé passer la Sainte-Barbe, fête des mineurs. Nous avons 2 jours de repos. J'en profite pour faire savoir de nos nouvelles, car nous sommes toujours en très bonne santé. Et je pense que tu le seras de même, car il ne fait pas chaud. Il n'y a pas gras pour des vêtements. Monsieur Parmentier, nous sommes très contents de rencontrer un ancien mineur de Neuve-Maisons. En quelle année vous êtes rentré dans la mine de Neuve-Maisons? Alors je suis rentré à la mine en 1953, le 4 janvier, le jour de mes 18 ans. Ce qui m'a motivé à être bénévole ici, à la mine, et guide aussi, depuis mon enfance, je voulais toujours suivre les pas de mon père, donc être mineur. J'étais trop jeune à l'époque. La mine de Neuve-Maisons qui s'appelle Val de Fer, c'est-à-dire c'est un nom qui existait avant l'arrivée de la mine. Donc on était bien dans un endroit où on a eu une utilisation du fer dans les siècles antérieurs à ceux de l'ouverture de la mine industrielle. Donc la muraille que vous avez derrière est une muraille qui a été construite pour retenir la terre, puisque aux alentours de Nancy, en fait, on ne rentrait pas par des ascenseurs pour aller au fond de la mine, mais on rentrait à flanc de coteau. Monsieur Despina, qui est venu faire des premiers sondages et a découvert un gisement minier, c'est-à-dire en tout 4000 hectares d'exploitation. Ça s'étend jusqu'à la frontière du Luxembourg, ça traverse toute la forêt de haies, ça va jusqu'en dessous du Grand Nancy et ça descend jusqu'aux portes de l'Yverdun. Inconvénient de l'avantage de pouvoir rentrer à flanc de coteau, c'est que les premières couches sont inclinées et donc elles tombent sur celui qui creuse. Donc la muraille qu'on voit derrière, elle a pour vocation à retenir en fait l'ensemble de la colline. Alors sur ces 4000 hectares, on a pour 400 km de galeries. Rien qu'en roulage pour remonter les wagons, il y avait plus de 150 km de galeries principales. Il faut imaginer en fait Nancy dans son développement de 1850 jusqu'à la Première Guerre mondiale comme étant certainement l'endroit le plus industrialisé du monde, puisque la France est le 2e pays après la Grande-Bretagne à s'industrialiser. Dans notre tête, il faut se dire que c'est avant les États-Unis, c'est avant l'Allemagne. Alors ce monsieur Despina, il a été contraint d'arrêter ses travaux à cause de la crise de 1870. Il est revenu à refaire des sondages en 1872. Il a redécouvert donc un autre gisement minier un peu plus important. Et a décidé donc de s'installer sur le plateau néodomien, donc ici sur la mine de Marron-Val de Fer. Et Neuve-Maisons avant la mine, c'est un bled. Il y a quand même une forge, dite vieille forge aujourd'hui, qui existe déjà depuis 1830 en fait, et qui est la première petite expansion de Neuve-Maisons. Il y avait énormément de terre aussi. Et la 3e région, c'est la rivière qui se trouve en contrebas sur Pont-Saint-Vincent, donc la Moselle. On voit un ensemble industriel, mais un ensemble industriel tel qu'on l'imaginait à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle. Et à ce moment-là, on ne bâtissait pas pour faire des bâtiments qu'on peut démonter facilement, comme on fait aujourd'hui sur les zones industrielles, mais on faisait de la vraie maçonnerie. Et donc, cette maçonnerie-là, elle reste et elle donne un peu la singularité du site. C'est elle qui signale le site aux visiteurs de la forêt de haies. On voit sur les différentes moulures qu'il y a, les petites arches, la grande arche, qu'elle a été faite en plusieurs fois. Et une des difficultés que nous avons, nous, à reconstituer l'histoire de la mine et l'histoire du carreau, c'est que des lieux peuvent avoir servi à différentes époques par rapport à la modernisation. Les mineurs se rendaient au chantier avec un petit train. C'est l'eau qu'on récupère dans la mine par obligation d'évacuation de l'eau qui servait en fait à alimenter ce château d'eau, un peu comme aujourd'hui, à une échelle beaucoup plus grande. Parce que là où elle coule dans les galeries, le calcaire, il a une espessure dans des endroits de 30-40 cm. On croirait du marbre. Le nom de ces eaux de mine qu'on récupère sont les eaux d'Exor.
représente la consommation en eau de 15 000 habitants. Donc c'est une ressource qui est précieuse. On va rentrer dans ce que j'appelle la galerie historique. Donc la première galerie qui a été percée en 1874, dont l'exploitation principale de cette galerie-là s'est arrêtée vers 1915-1920. À ce moment-là, une autre galerie a été percée de l'autre côté là-bas, oui, de l'autre côté du carreau de la mine. Et cette galerie-là, 1915-1920, tout s'est arrêté en 1968. 3 à 4 000 kilomètres de chantiers secondaires, c'est les chantiers des mineurs, les uns derrière les autres quand ils sont dans des secondaires. C'est une mine, je vais vous dire, c'est une des rares mines de Meurthe-et-Moselle que l'exploitation s'est faite à l'envers. On descendait les vides et on remontait les pleins. C'est-à-dire, on remontait les wagons pleins. Dans les autres, C'est plus difficile. c'était plus dangereux. Parce que il y a eu des ruptures d'attelage. Hein. Ah oui. Et là, celui qui arrivait derrière avec la machine, pong, ça tamponnait, quoi. Plus ou moins. Nous, la vocation, en fait, c'est faire redécouvrir cette mine. Mais comme c'est compliqué d'un point de vue de la sécurité, on est finalement aujourd'hui la seule mine potentielle ouverte du bassin, de l'ensemble du bassin de Nancy. On ferme la porte. En 1953, on travaillait un petit peu, presque comme le film de Zola, c'était à peu près ça. Hein, on payait nos outils. Qui payaient toutes leurs fournitures, leurs outils, leurs explosifs, leur bois aussi. Monsieur Despina, qu'est-ce qu'il a dû faire? Il avait une fortune personnelle, mais pas suffisamment. Hein. Alors qu'est-ce qu'il a dû faire? Il va trouver des actionnaires. Donc il a cherché un petit peu dans tous les environs ici. Il est arrivé dans un petit coin, limite des Vosges, un petit pays qu'on appelle Tantonville. Et là, il a fait la connaissance d'un monsieur, un brasseur, hein, donc monsieur Tourtel, qui était assez fortuné aussi, hein, évidemment. Alors monsieur Despina s'est lié d'amitié avec ce monsieur Tourtel. Il en a même épousé une fille, donc Marjorie. Il va pouvoir poser son projet qui est à la fois la construction de la mine et la construction de l'usine en contrebas simultanément. Donc il va ouvrir la mine ici en avril 1874 quand il obtient la concession et le premier haut fourneau est allumé en juillet 1874. Il s'est passé ici un mouvement de terrain un peu plus puissant que les autres qui a fait que les plaques souterraines, les plaques tectoniques, elles se sont croisées et ont fait remonter tout le massif, simplement. Donc c'est ce qui a créé les petites montagnes qui sont au-dessus de vous, hein, avec la forêt, et la naissance du plateau par lequel vous êtes venu tout à l'heure. Sur ce plateau qu'on appelle le carreau de la mine. Les horaires, c'était 6 heures du matin, 14 heures, 14 heures, 10 heures du soir, et il y avait un poste de nuit de 9 heures à 5 heures. Les postes de nuit, c'était simplement des postes de maintenance, et pour l'entretien des galeries et pour la préparation des tirs pour le lendemain. Le seul problème, si vous travaillez fort, fallait vous dévêtir. Hein. Parce que c'était toujours à 10-12 degrés, avec le moins d'air qui... Aussitôt, vous étiez en sueur. Il fallait quand même un transport, hein, soit ferroviaire ou fluvial. Alors, comme monsieur Tourtel était actionnaire dans les canaux de l'Est, et ben, monsieur Despina en a profité pour demander au beau-papa, hein, on va dire comme ça, de dévier un petit bras de la Moselle, donc dans son usine, dans le port, hein, qu'on peut encore voir maintenant, qui est toujours actif. Et un peu plus tard, comme monsieur Tourtel faisait construire une voie ferrée qui allait donc de Nancy à Vittel, et ben, monsieur Despina a demandé au beau-papa de faire dévier un petit bras de voie ferrée, donc sur son usine à lui. Tous ces terrains-là, c'était M. Despina qui les avait achetés, qui les a intégrés à l'usine et sur lesquels il a fait en particulier un certain nombre des cités. On était tous main dans la main, aussi bien dans la joie et des fois même avec le malheur, des fois quand, même pour un incident de famille d'un copain ou plus grave, on était tous là. Les mineurs appelaient ça le phare de moto. Alors, les casques des mineurs, quand ils sont apparus, les premiers casques de mineurs, c'était des casques avec des coques en liège, des bourrelets en cuir
sur les côtés, et comme les casques cyclistes, avec une plaque métallique ici et une épingle. Quand j'ai débuté, il n'y avait pas de casque. C'était la lampe à carbure, vous savez. Alors, que vous disiez n'importe quoi, il fallait l'accrocher, fallait... Bon, une fois qu'on a eu le casque, c'est plus pareil. On avait les deux mains libres. Vous voyez, c'était beaucoup plus facile. Mais le casque, c'était une projection. Vous savez, sur très peu, vous le voyez, ça ne vous éclairait pas toute la galerie, hein, c'était pas ça du tout. Alors, un frontail, ce que c'est un sondage que les mineurs ont effectué. C'est-à-dire qu'ils ont taillé dans la falaise. C'est-à-dire ici, vous avez la couche supérieure. Donc c'est du minerai de fer aussi. Alors c'est un minerai qui est très pauvre, entre 3 et 4% de contenance en oxyde de fer. Ici on ne parle pas de fer, hein, on parle en oxyde de fer. Alors l'oxyde de fer c'est tout simplement de la rouille. Donc les mineurs ne s'occupaient pas de cette matière là-haut, parce que s'ils sortaient ça, ben, ils n'étaient pas payés. Parce que si vous étiez mineur dans votre chantier, vous preniez un manœuvre, on appelait ça un manœuvre, qui chargeait derrière vous, même deux si vous étiez un bon mineur, mais c'était le mineur qui donnait le taux de votre rémunération. Hein. Ça pouvait aller de 75 à 90%. Hein. Si vous aviez une gueule qui ne lui plaisait pas, il pouvait mettre 75%. Ce qui intéressait les mineurs, c'était la couche inférieure, donc la couche du bas. On voit un petit peu, qu'on peut remarquer avec sa couleur un peu plus rouge, rose. Alors ce minerai, on l'appelle la minette de Lorraine. Alors minette veut dire petite mine, c'est-à-dire faible contenance en oxyde de fer, entre 35 et 38% seulement. Et on l'appelle aussi hématite. Hématite pousse à couleur rouge qui fait passer un peu aux couleurs du sang, donc aux hématies. C'est pas noir, c'est pas du charbon. On était rouge, vous voyez. Le minerai, c'est tout rouge, c'est même gras, ça colle. L'outil principal du mineur, donc le pic. Hein, le pic qui lui a servi depuis l'ouverture de la mine, donc en 1874. Et les mineurs ont gardé cet outil jusqu'à la fermeture de la mine, donc en 1968. Pourquoi ils l'ont gardé? Parce que c'était devenu un petit peu le couteau suisse du mineur. C'était l'outil à tout faire, bon, à dégager une roche, à retourner une traverse de chemin de fer. La couche de mine, c'est quelque chose de dur, c'est pire que du calcaire, quoi. Des boiseurs hein, qui étaient chargés de mettre ces fameuses potelles, hein, ici. Donc, les potelles, ce sont des poutres en bois. Et pour mettre ces poutres en bois, eh ben, les mineurs devaient tailler dans la roche des petites cavités comme celle-ci. Alors tailler au marteau et au burin, hein, toujours à la main. Donc ces petites cavités, on les appelle des empotellements. Alors les mineurs utilisaient un bois un peu particulier hein, pour étayer leur galerie, c'est-à-dire du résineux, du sapin ou du pin. Le sapin, lui, il va fléchir tout doucement, il va s'écailler, il va se craqueler, et il va gémir, donc il va mettre des petits grincements. Et il va dire au mineur, il est temps de se carapater parce que moi je ne vais pas tarder à casser non plus. Alors les mineurs disaient que le sapin c'est un bois qui chante. Voilà l'entrée de la mine où que nous travaillons. Les hommes que tu vois en haut, c'est les mineurs, qui cassent la croûte, et le wagonnet qui est chargé de longrine pour le boisage. C'est cela qu'on charge, le minerai dans un wagon, 100 sous à 3 francs, et faire sa fournée. Il faut en 3 et 4 par jour et par homme. On accrochait, on distribuait les wagons aux mineurs, dans chaque quartier, dans chaque chantier, parce que dans un quartier, vous pouviez avoir 10 chantiers de mineurs. Alors il fallait les approvisionner, amener les wagons vides, rechercher les wagons pleins, préparer la rame pour remonter des hauts. Alors, mon père a travaillé à la mine, il a fait sa carrière à la mine, et mon plus vieux frère qui a 90 ans, qui est dans le Midi, a travaillé à la mine. Lui, il a dû faire 20 ans. Mais les trois quarts, ce qu'on appelait mineurs de fond, 20 ans de fond, ils partaient à 5 ans. Ils étaient en retraite à 50 ans. Ils ont pris leur retraite à 50 ans. À 60 ans, il n'y en avait plus beaucoup. Hein. Le problème dans les mines de fer,
c'est pas pas comme le charbon, c'est la silicose pour certains. Alors, en 1874, hein, jusqu'au début du 19e, hein, du 20e, on a utilisé de la poudre noire, hein, ce qu'on appelle la poudre à canon. Alors, pour servir de la poudre à canon, pour percer les charges, il faut percer des trous. Hein. Alors, pour percer les trous, on utilise ces outils. Hein. Donc, un forêt. Les mineurs devaient percer 5 trous de 40 cm de profondeur. Donc l'apprenti il tenait à son patron, donc il laissait faire le trou. Ouais. Voilà, imaginez 8 heures ou 10 heures de boulot comme ça. Ensuite, on va prendre la poudre, hein, qui était emmagasinée dans ces poires. Hein. Alors cette poire à poudre, elle était munie d'un bec doseur, donc avec un clapet ici. On remplissait la dose, hein, environ 180 grammes de poudre en gros, et on versait une dose dans chaque trou. Et ensuite, on y mettait de la mèche. On va utiliser 5 mèches de longueur différente, c'est-à-dire de la plus petite à la plus grande. Alors pourquoi on utilise 5 mèches de longueur différente? Eh bien tout simplement pour créer un tir en série. La chédite, les coups de mine, ça vous foutait une fumée. On ne se voyait pas à 1 mètre. Hein. Pendant 1 heure, 1 heure et demie. C'est pour ça qu'ils faisaient partir leurs coups de mine à la fin du poste, à 12h30, puisque le temps d'arrêter, remonter pour sortir pour 2 heures. Là, ce qu'on appelait une volée, c'était 800 kilos de chédite qui partaient dans un quartier. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est. En plus de soulever la poussière, quand c'était sec, la fumée, vous en creviez. Gilbert, est-ce que vous avez eu connaissance d'accidents mémorables au sein de cette mine? On avait 1 mort à 2 morts toutes les 4-5 semaines. J'ai un balancier d'aiguille qui m'a fracturé 2 vertèbres. Alors ça fait souffrir parce que, en plus de souffrir, j'étais paralysé presque tout à côté pendant presque 1 an. Vous savez, vous avez la galerie normale, mais c'est pas quelque chose de droit, de rectiligne, un épaulement qui tombe, ça pardonne pas parce que ça doit être qu'à 28-30%. Un morceau, c'est très très lourd, hein, et ça fait du dégât. Hein. Autrement, des jambes cassées, des mains, il y en a eu plein. Hein. Alors, quand on avait fini d'exploiter une galerie, hein, comme celle-ci par exemple, les mineurs étaient tenus de poudroyer la galerie pour des raisons de sécurité. Si les mineurs avaient comblé toutes ces galeries ou les avaient toutes poudroyées, eh ben, au-dessus de nous, on n'aurait plus de forêt du tout. Donc ça aurait été carrément une ville, donc du béton, des routes. Donc, comme on ne peut pas construire sur un site minier à cause des effondrements de galeries, eh ben, l'État est obligé de classer la forêt de Haye comme forêt protégée. Un bâtiment qui s'appelle le Zublin, du nom de l'architecte et de la société qui a construit ce bâtiment dans les années 30, qui a débuté après la crise, donc en 1935-36, et qui a remplacé les accumulateurs du 19e siècle. Donc le principe est le même, sauf que ici, pour des raisons de topographie, le bâtiment a été construit pour que les trains arrivent depuis la mine en latéral, les trains avec des petits wagonnets remplis de minerais. La terre de remblai qui permet de faire la plateforme vers le dessus en fait du carreau de la mine, de façon à avoir une déclinaison qui permette de balancer le minerai dans les caisses à mine et de faire passer les grands wagons en dessous des caisses à mine qu'on va découvrir derrière. J'ai commencé sous le Zublin, ce qu'on appelait l'écureuil. Ils refoulaient les wagons pour vider dans le pont et je récupérais ça à ce qu'on appelait la tranchée. On est sur le quai ici de charge qui permettait d'actionner ces trappes ici, et au-dessus on a les caisses à mine, donc où était stocké le minerai, qui descendaient à l'intérieur en fait des wagons. Alors ce wagon en fait a une particularité, on le chargeait par le haut, donc les petits wagonnets étaient déversés dans les caisses à mine qui sont dans les accumulateurs du 19e siècle qui sont derrière nous. Mon père, lui, était Wattman. Alors Wattman, c'est le conducteur des locotracteurs.
Après, j'ai passé le permis de Vatman, on appelle. Alors, j'étais très peu en quartier, j'étais tout de suite ce qu'on appelait sur le devant, c'est-à-dire je remontais les rames des quartiers jusque dehors, à la bascule, jusqu'aux Zublins. Et ces gros wagons étaient ceux qui convoyaient le minerai depuis la mine jusqu'à l'usine de Neuve-Maisons, dans un projet qui avait été voulu intégrer dès le démarrage en 1874 par le fondateur Lespina. Il y avait un train qu'on appelait le Coucou, qui partait en dessous du Zublin, il contournait Chavigny, traversait même Chavigny, vous avez encore le vieux pont, et il descendait, il arrivait directement à l'usine. Et puis lorsque les wagons arrivaient en bas à l'usine, pour éviter la manipulation humaine du minerai, on déchargeait par l'apesanteur, en fait, on déchargeait le minerai comme ça sur le côté des hauts fourneaux. Ce train a certainement été celui qui a le plus marqué les habitants de Neuve-Maisons, puisque ceux qui travaillaient à la mine ne connaissaient pas l'usine, ceux qui travaillaient à l'usine ne connaissaient pas la mine, ceux qui travaillaient ni l'un ni l'autre rentraient très peu souvent dans ces endroits-là. En revanche, le train, lui, était celui que la population pouvait voir plusieurs fois par jour. Les enfants qui étaient là faisaient coucou au train. Et lui, il avait un petit klaxon, hein, simplement. Et il faisait coucou, donc les enfants couraient, il faisait coucou. Et c'est la version la plus proche. J'ai découvert une passion pour la mine, tout simplement. J'ai découvert que mon grand-père, que j'ai jamais connu, avait aussi également travaillé dans les mines de fer. Le problème de ce bassin rivière lorrain, donc de ce minerai lorrain, c'est qu'il n'est pas très bon. Pour deux raisons principales, c'est qu'il ne contient pas beaucoup de fer, et qu'il contient quelque chose qui n'est pas très bon pour ce qu'on va en faire par la suite, il contient beaucoup de phosphore. Le convertisseur Bessemer n'était pas prévu pour éliminer le phosphore, alors que les autres convertisseurs qui ont été mis en service pour la minerai lorrain s'appellent des convertisseurs Thomas. On introduisait la fonte par le bec de ce convertisseur, et par le fond, en la ramenant en position verticale, on pouvait souffler de l'air à l'intérieur par ce qu'on appelle des tuyères, qui servaient à l'oxydation des produits qui étaient à l'intérieur, et en particulier le carbone et le phosphore, pour pouvoir déphosphorer cette fameuse fonte lorraine qu'on appelle la minette. Donc à la fin, on arrivait quand même à vendre tout le produit issu du minerai. On s'en servait comme ballast pour les voies ferrées, pour les routes, machin et tout ça. Et on s'en servait aussi contre le verglas. Ah, tout à fait. Alors ça, avant qu'on se serve du sel. Ça, c'était le laitier granulé. Hein, on ne le sortait pas en liquide, mais on le passait dans de l'eau pour faire des granulés. Et c'était étendu sur les routes. Ça s'appelait d'ailleurs la claine. On appelait ça la claine, et la claine, on la répandait sur les routes pour quand il y avait du verglas, quand il y avait de la neige, machin, avant de saler. Quand les gros minéraliers de 400 000 tonnes sont apparus dans nos ports français aux environs des années 1960, chargés de beaux minerais dits exotiques, qui contenaient 65-70% de fer, et qui arrivaient dans nos usines sidérurgiques moins chers que le minerai qui sortait des galeries, on pensait bien que ça ne pouvait pas durer longtemps et que toutes les mines, au fur et à mesure, les mines de Lorraine, elles ont fermé jusqu'à la fin des années 90, où il n'y avait plus une seule mine ouverte dans le bassin ferrifère lorrain. Et la suite logique, c'est qu'effectivement, si on a arrêté les mines, derrière, on a arrêté aussi les hauts fourneaux. Les hauts fourneaux, ils les ont arrêtés un par un. À la fin, il n'y avait plus que le 5 ou le 6 qui tournait, c'est tout. Et puis après, il y a eu ce qu'on appelle la scierie électrique. Alors là, ça a été fini, plus de minerais, que de la ferraille qui est livrée à l'heure actuelle sans arrêt. Le patron, il profitait au maximum. Hein. Et si on décidait la grève, on se mettait tous devant le bureau, on attendait la décision. Des fois, ça a pris des dimensions. C'était local, ça. Hein. La seule grande grève, ce qu'on a fait, quand ils ont parlé de licenciement, c'était en 63, du temps de Pompidou, on était à Paris. C'est la seule fois. Les premiers licenciés, c'était les célibataires. Alors je vais vous dire, on était 30, le premier licenciement. Et les copains, ils ont cru que, bon, il n'y aurait que ça, 30 et puis ça. Mais à la première réunion qu'on a eue, j'aurais dit, les gars, on est à la tribune, ça ne s'arrêtera pas là. Ah, parce que les 30, on avait quand même la gorge sec. Et puis au fil des mois et des années, tout le monde y a passé, quoi. Alors, tout a été démoli, sauf évidemment ce bâtiment dont il vous a parlé, cet accumulateur Zublin.
La modernisation a tout cassé. Interdiction de le démolir. Alors évidemment, c'est bien beau de dire qu'on ne peut pas démolir un bâtiment, mais on vous dit qu'il ne faut pas le démolir, mais on ne vous donne pas l'argent pour l'entretenir. Donc ça veut dire que ça faisait 50 ans que ce bâtiment-là, il attendait soit d'être démoli, soit d'être rénové. Nous avons engagé avec la commune des travaux qui vont faire environ 4 400 000 € et qui touchent à un accumulateur qu'on appelle le Zublin et qui va être refait complètement avec un musée, avec des salles d'expression qui pourront être écolières et qui pourront donner aux gens une disposition à ce que la pensée et la mémoire soient partagées. Quand je suis parti, j'étais en colère, mais après, quand ils ont parlé de refaire un peu la galerie, aller visiter, j'ai eu une certaine nostalgie, hein, j'y ai retourné plusieurs fois. Oui. À l'origine, je fais partie du club spéléo de Neuve-Maisons, donc un spéléo, venir sous terre, c'est assez naturel. Et en plus, avoir la chance de participer avec toute une bande de copains à entretenir ce site pour la postérité et faire guide et montrer aux gens toute cette page d'histoire de la région, c'est juste une passion. Le bénévolat est très actif. Il démontre que la personne est quelqu'un qui donne. Et qui donne en réfléchissant, en pouvant, le mercredi matin, être dans une équipe qui, à 8 h du matin, va se donner les chantiers, va discuter au casse-croûte, va refaire une ambiance que nous avons connue à l'usine, à la mine. On va faire tous les tours des abords, là, Sivrit et compagnie. Le 20 décembre. Lauriane va faire un petit mail à tout le monde, parce que là, on va rester aux abords, il n'y aura pas des grandes marches de randonnée sous terre. À l'intérieur de la mine, pour conforter la sécurité, pour faire des chantiers de différentes façons, il y a environ 6, 7, 8 personnes qui font des chantiers de confortement. On les appelle les mineurs. Il a fallu que j'attende la retraite pour devenir mineur. Voilà. C'est un petit peu pour rendre un peu un hommage à mon père. On met un béton projeté autour de la poutre pour bien tout bloquer, quoi. Hein. Non, faut que tu avances un peu ton vérin. Vas-y, tourne la poutre. Ah bah c'est oui. Allez, pousse. Pousse. Allez, c'est bon. C'est bon, allez, à fond, Gilbert. Si on arrivait à poser tous les boulons aussi facilement qu'aujourd'hui, hein. Moi, j'aurais plus rien à faire. Il faut, c'est pas simple, il faut garantir la sécurité des visiteurs, mais avant il faut garantir aussi la sécurité des bénévoles. On avance prudemment et ça nécessite... La résine enveloppe complètement le boulon, ce qui fait qu'il est protégé de la corrosion. Il y a des galeries qui sont magnifiques, mais qu'on ne pourra jamais consolider parce que l'état de la galerie est tel qu'on craint un effondrement. Donc, c'est la première étape, on s'assure qu'on pourra l'ouvrir un jour à la visite après travaux. Et ensuite, on va dégager, on va chercher les points de fragilité, on va mettre de l'étayage de sécurité et on avance seulement après, mètre par mètre, avec du grillage, du béton, des agglos et du remblai calcaire, qui est pour bien garantir la structure des parois. On se retrouve pour les fêtes du fer, pour les fêtes aujourd'hui de la science, qui nous permettent, bien sûr, en tant que bénévoles, de dire que nous faisons tous les métiers, que nous avons des capacités encore à la retraite, de dire à des gens qui arrivent à la retraite à 60 ans, venez nous donner un coup de main. Les enfants sont heureux de venir ici. Ouais, c'est tout rouge. Les opérations qui étaient réalisées sur les ateliers là sont faites avec du charbon de bois maison. On va allumer notre charbonnière. Donc on a fait un petit lit dans le fond avec de la cagette, un petit peu de petit bois. La braise va descendre tout doucement, elle va commencer à chauffer le bois autour. Et ça pendant 6 heures, à peu près 6 à 8 heures, on va faire que ça, que de remplir le roi, puisque la braise va descendre, elle va se réduire, elle va commencer à chauffer bien.
Et à ce moment-là, pour ne pas qu'elle meure, cette meule, il faut lui apporter un minimum d'oxygène. Et là, on va créer ce qu'on appelle des évents. Ici, je vais chercher, voilà, je vais enlever un peu de terre, les feuilles, vous voyez. Et là, ça va permettre à l'oxygène de pénétrer et d'aller alimenter la carbonisation. Si on veut du charbon de qualité, il va falloir des bois nobles. Du charme, c'est ce qui va nous donner le meilleur charbon, hein, du charme, du hêtre. Alors le hêtre est parfait. Il s'éteint seulement là. Hein. Mais là, on est sûr qu'on aura du charbon. Hein. Regardez là, ici la belle bûche noire. Là. Hop. Regardez, voilà. Voilà. Donc là, on aura, je pense qu'on aura un petit résultat quand même. Le maire que je suis est heureux d'avoir transformé avec son équipe le conseil municipal, avec l'association APCI, tout un dispositif qui était d'abandon. Et là, maintenant, autour de cette forêt de haies, autour de la nature, nous avons un projet qui cadre bien avec ce que cherche le tourisme de proximité. Il regarde un musée à Nancy, il regarde la place Stanislas, il regarde aussi la cathédrale. Mais au bout d'un moment, ils en ont marre et ils veulent voir autre chose. Et la nature les intéresse. Le fait du monde du travail les intéresse. Le fait qu'il y ait des cultures qui soient différentes des leurs les intéresse. Un retour en arrière qui pour moi était chargé d'émotions hein, pour les personnes qui ont, on l'a vu, hein, qui pour beaucoup aussi ont donné leur vie. Et donc ça fait partie du patrimoine. Quelque chose qu'on ne voit pas habituellement. Et je pense que je félicite déjà les gens qui ont pensé à remettre ça en route. Il faut la voir à l'extérieur, c'est une chose, visiter les galeries, on voit le travail qui est fait, les rénovations qui sont encore en cours de manœuvre. Je n'ai même pas appris au travers mon parcours scolaire, ce que je trouve un petit peu navrant. Donc je suis rassuré et content que cette association se rapproche justement de l'institution d'éducation nationale, justement pour faire découvrir ce passé minier qui est important. 20 000 personnes qui viendraient visiter la mine plus tard, donc il y a beaucoup de choses à faire, et là c'est vraiment passionnant. Moi je pense qu'on reviendra, de toute manière on reviendra avec nos amis, et puis même pourquoi pas venir leur donner un coup de main le mercredi quand on pourra. La cadence de chargement était terrible, qu'on ne descendait pas sur la planche pour boire un coup tous les 2 minutes. Hein. Casser la croûte, il buvait un coup au casse-croûte, il descendait la bouteille, puis il remontait dans le chantier. Hein. Non. Il y avait... Moi, j'ai connu peut-être 1 ou 2 alcoolos dans le service de l'atelier, mais pas ailleurs. Hein. Mais non, on ne pouvait pas dire que le mineur, il descendait passer sa vie au bistrot, c'est pas vrai. Et malheureusement, là où vous trouviez des mineurs au bistrot, c'est le jour où ils enterraient un de leurs camarades tué à la mine. Alors là, ça se terminait comme ça. Des fois tard le soir. Je ne sais pas si c'était par crainte, si c'était quelque chose comme ça. Mais là, il y avait du chagrin et beaucoup de choses. Aller dans le jardin, bricoler au bois, pour eux, c'était quelque chose. Passer le samedi, le dimanche dans le bois, c'était une libération. Faire le feu, faire cuire la côtelette dans le bois en faisant du bois pour se chauffer, c'était la vie, c'était notre vie. Hein. L'air pur, bon, c'était... Voilà. C'était notre vie, c'était comme ça.